Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle émission, la Rafshan Info, donc que vous connaissez, la 46e. J'ai hâte de découvrir avec vous les news. Quelles sont-elles? Les voici. Des nouvelles concernant le nouveau film Star Wars, le Nouvel Ordre Jedi. Quand la postologie rencontre la Haute République, bien que l'action se situe sur Terre, la série Lanterns fait entrer Sinestro dans l'histoire. Que devient l'adaptation de Sandman à la lumière des récentes actualités sur son auteur? Netflix a pris une décision. Et le TV spot de Superman divise. Et maintenant que vous savez les sujets du soir, n'hésitez pas, que ce soit en direct ou même en replay, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire de ce que vous pensez de ces news. Voilà, j'aimerais avoir votre ressenti et n'hésitez pas à écrire en commentaire et je vous répondrai avec grand plaisir. Nous allons commencer tout de suite. Après plusieurs semaines sans avancée notable, le projet du film sur le nouvel ordre Jedi avec Rey connaît enfin du mouvement. Bonne nouvelle pour les fans, les choses semblent repartir. D'après The Hollywood Reporter, George Nolfi, scénariste de The Bourne Ultimatum et Ocean 12, a été choisi pour reprendre en main le scénario du film. Il succède ainsi à Damon Lindelof, connu pour Watchmen, et Steven Knight pour Peaky Blinders. Nolfi sera-t-il l'élément clé qui finalisera le script, ou bien la valse des scénaristes continuera-t-elle encore? D'après The Hollywood Reporter, George... non, alors, excusez-moi, je l'ai déjà dit. Excusez-moi. Peu importe la date de sortie, Charm Obaid Chinoy reste toujours attaché à la réalisation de ce film, qui se déroulera 15 ans après les événements de l'ascension de Skywalker. Espérons que ce projet prenne enfin la direction qu'on attend. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et tout de suite, je vais faire intervenir mon invité que vous connaissez, à savoir Mulder Fox William sur Twitch, connu sur YouTube en tant que Les Dossiers du Cyborgien. À toi, mon cher invité. Merci. Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est les affres et les tourments du développement en classique. Hein. Rien de nouveau sous le soleil d'Hollywood, rien de nouveau. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de. Donc, le maître à bord, ça a l'air d'être le Réal qui cherche les directions à trouver. C'est partout pareil. Hein. C'est partout pareil. Souvent, t'as une base de scénaristes sur beaucoup de projets. Même dans les originaux, trilogie originale, il y a eu une superbe base. Et si on regarde le générique de tous les Star Wars, dans les originaux, il y en a un paquet. Lucas n'était pas tout seul, il a vu traverser beaucoup. Le plus connu est dans Laurence Kazan. Voilà. Et là, pour la nouvelle trilogie, ça a l'air d'être le réel. Donc, on va voir ce qui se passe. Faut pas s'inquiéter parce qu'entre les rumeurs qui s'avèrent fondées et les rumeurs qui s'avèrent infondées, on va voir. On va voir. On a largement le temps de voir débouler. Je parie sur le fait que le nouveau scénariste ce soit un de plus dans la liste. D'accord, mais après, justement, parce que le film est, si mes souvenirs sont bons, c'est pour 2026 ou 2027, puisqu'après il faudra compter aussi comme autre film Star Wars, The Mandalorian et Grogu. Est-ce que justement, parce que c'est vrai qu'on dit pour avancer, mais s'ils aimeraient sortir ce projet dans les quelques années à venir, je dis 1-2 ans, est-ce que justement, ne faudrait-il pas clarifier tout ça? C'est-à-dire, voilà, ok, tu trouves ton scénariste, mais il faudrait pas changer tout le temps, surtout qu'on approche pour après ensuite la date de tournage, etc. Si tu veux pouvoir sortir ton film l'année suivante, ou voilà, après avoir les calendriers pardon, des autres films Star Wars, ils doivent sortir, pas qu'ils sortent tous en même temps, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça, c'est vrai que beaucoup de personnes, quand j'en avais parlé, alors je vais aussi t'entendre, mais beaucoup m'avaient dit oui, mais en même temps ça sent pas bon parce que
ok, ça fait un moment qu'on en parle de ce projet, il y a pas mal de personnes qui ont tourné, y compris bien évidemment le réalisateur. Mais là, maintenant qu'on approche gentiment la date qui est censée sortir justement le film, donc pas pour cette année, mais possiblement pour 2026 ou 2027, est-ce que justement ne faudrait-il pas trouver un scénariste et qui reste et qu'on puisse avancer? Parce que j'entends que de nouvelles personnes arrivent, il faut trouver la bonne personne, bien sûr. Mais à un moment donné, il faut que ça puisse être stable, et puis qu'on puisse avancer dans l'histoire, ensuite trouver peut-être les acteurs, et par la suite commencer le tournage. Après, à voir ce que ça va être dans l'avenir, mais qu'est-ce que tu en penses? Non mais d'accord, cette configuration du stabilité machin, ça n'existe pas à Hollywood. Hein. À Hollywood, ça n'a jamais été comme ça. T'as tout le temps une agglomération de scénaristes qui se font au fur et à mesure où le projet avance. Ça c'est une vision très européenne, très vision auteur du cinéma. Mais ça n'a pas cours à Hollywood. C'est ça le souci, c'est que, je peux comprendre, hein, il y a pas de souci. C'est nous on a une conception du cinéma auteur, c'est il y a un mec qui dirige en fait l'entreprise. Ça n'a pas cours à Hollywood, il faut bien le comprendre. Je veux dire, même les classiques genre Star Wars, genre Indiana Jones, ça a toujours été le cas. Il y a toujours eu le pouvoir entre plusieurs personnes, scénaristes, acteurs, scénaristes, réels et producteur, voire acteur dans certains cas où c'est quand tu as des mecs comme Bruce Willis ou Schwarzenegger, tu imagines bien que les mecs ont leur mot à dire, voir Tom Cruise, tu imagines bien que leur mot à dire, mais cette configuration il faut que quelqu'un se charge du projet et les mains mises pour avoir sa vision, ça n'existe tout simplement pas à Hollywood, hein, c'est de la vision d'auteur. Non mais ça je peux comprendre, mais maintenant on approche... On approche justement le calendrier des futurs films Star Wars. Donc c'est pour ça que je me dis maintenant il faudrait plus se poser ce genre de questions. Parce que le projet de Nouvel Ordre Jedi, donc la nouvelle histoire avec Rey, c'est pas la première fois qu'on en parle. On en parlait déjà depuis l'année passée. Et donc là je peux comprendre qu'on essaye de chercher la bonne personne, etc. Donc on fait passer plusieurs... Donc ça c'est tout à fait normal. Comme tu l'as dit. Mais maintenant, vu que justement, comme je t'ai dit, ça approche gentiment le calendrier qui est prévu. Alors certes, il y aura peut-être des films repoussés, etc. Mais pour l'instant, nous ne savons pas encore. Mais si on s'en tient au calendrier, justement, c'est comme je te dis, ne faudrait-il pas qu'on puisse avancer? On est en 2025. Il faudrait attendre le second semestre pour voir s'il y a des choses qui avancent. The Mandalorian et Grogu, c'est 2027. Et... 27. Il est déjà tourné. Ouais. Le tournage est achevé. Et l'épisode. Pardon. Le film, Le Nouvel Ordre Jedi, est censé être en 2026. Ah oui, évidemment, il y a un petit problème. Justement, c'est pour ça que je dis, ne faudrait-il pas arrêter de chercher, et puis maintenant, vu que c'est pour 2026, c'est pour ça que je te dis, est-ce qu'il faudrait pas figer ce genre de choses? Trouver la bonne personne, parce que là, l'homme que vous voyez à l'écran, donc il a été choisi. Mais est-ce que justement... est-ce enfin la bonne personne? Parce que là, c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que est-il la bonne personne? Ou alors, il y aura encore une valse, donc une vague de scénaristes qui devraient continuer pour justement ce film, alors qu'on approche le calendrier. C'est pour ça que je précise bien que ça approche le calendrier. Parce que si c'était l'année passée ou il y a 2 ans où on parlait du projet du Nouvel Ordre Jedi, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'on cherche. Voilà. Mais maintenant qu'on approche le calendrier, c'est problématique. Tu vois? Tu vois où je veux en venir? Ouais, mais sauf que moi, cette phase de scénariste, moi, je m'attends à ce qu'il y ait d'autres noms qui soient ajoutés en tant que nouveau qui apparaît inclus au moment même du tournage.
Simplement parce que en fait, les script doctors, ce qu'on appelle script doctor, c'est ça, c'est les scripts, c'est les scénaristes en fait qui rejoignent le projet en cours de route et qui réécrivent le script par rapport aux conditions mêmes. Le souci qu'il y a, c'est que c'est pas une base de scénariste en attendant d'avoir la même personne, c'est simplement que c'est quand est-ce qu'ils vont annoncer une date de tournage, parce que même au moment quand le tournage aura lieu, il va y avoir encore une valse scénariste, ce qui est habituel, c'est comme ça que fonctionnent les grosses productions. Donc je m'attends juste à l'annonce du début de tournage, c'est juste ça. Et moi, même Ça pas se le passe, tournage. Ce sera le casting. Parce que oui, Daisy Ridley en vrai, elle sera de retour. Oui. Mais le reste du casting, on sait rien. À part, non. Non, j'ai rien dit. On sait juste. Ah, mais moi je m'attends à ce qu'il y a juste Ray qui perdure, tout ce qui est Paul Cameron, et puis l'autre c'est, comment ça s'appelle, Safine, c'est ça. Je m'attends pas à ce qu'ils reviennent, ou alors en caméo. Je m'attends à ce que ce soit le même traitement que pour Jurassic World, enfin le 4, 5, 6, pas le 7ème, on connaît pas le truc, où comment dire, Jurassic on Park voit les 6, événements. tu veux dire. 7 maintenant. Oui, enfin, le 4, 5, 6, on les a vus, ils ont sorti, donc on sait maintenant le traitement qu'il y a eu. Et donc je m'attends à ce que les prochains Star Wars, donc de Nouvelle Ordre Jedi, soient dans le même traitement, c'est-à-dire que on voit un nouveau groupe de personnages mené par Rey, donc qui devrait être c'est Padawan, et on devrait voir les autres en fait Cameron et Finn comme des stars ou acteurs, enfin de passage quoi. C'est comme ça que je m'imagine le truc. Alors, ouais, effectivement, sans qu'il soit annoncé. Juste, je voudrais aussi apporter une clarification justement concernant là-dessus. En fait, ça ne doit faire aucun écho. Alors, difficile avec les personnages de Rey, mais pas forcément. Ça peut faire écho à Star Wars, à la saga, qu'elle soit là. Mais après, ça peut être une histoire totalement. C'est une histoire totalement différente. Ça avait été confirmé. Et ce qui a été aussi confirmé, c'est que Poe, je dis les acteurs qui incarnent Poe, Dameron ainsi que Finn ne sont pas censés revenir. Parce que là, on va carrément se concentrer sur autre chose. Le nouveau temple Jedi, quelque chose. Voilà, il y aura une nouvelle école. Enfin, ça serait une nouvelle histoire. Qui non seulement se déroulera plusieurs années après les événements de l'ascension Skywalker, mais qui ne sera pas un épisode 10. Ça, c'est bien à préciser, parce que les gens, encore, j'entends dire, oui, mais ce sera l'épisode 10, machin. Non. D'ailleurs, dans Star Wars, c'est très connu, il peut y avoir des personnages où c'est leur histoire, ça se déroule pendant la saga, mais ça n'a rien à voir. C'est une histoire totalement indépendante, qui se déroule dans un univers que nous connaissons. Et là, ça sera la même chose. Voilà, c'était juste pour une précision. Une précision concernant ceci. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, mon cher moteur? Ouais, c'est que moi, vu les déclarations qu'il y a, je m'imagine très bien un film centré uniquement sur l'ordre Jedi, le nouveau ordre Jedi, des Irlandais qui fait. Enfin, j'imagine. C'est quoi son rôle déjà? Alors, c'est quoi le nom de son personnage? J'étais dans l'habitude d'appeler les Irlandais, mais c'est le nom d'actrice. C'est Rey. Enfin, c'est Rey, d'accord. Rey, ok, ouais. Alors, en fait, centré sur. Alors, attention. Rey, mais certains ils disent Rey Skywalker. Hein, je dis bien Rey Skywalker avec les guillemets. Mais pour moi, elle mérite pas de porter le nom de Skywalker. C'est Rey. Voilà. Pourquoi elle devrait s'appeler Rey Palpatine? Sans vouloir spoiler. Pardon. Ça va. Sans spoiler, bien sûr. Le piège. Le piège, ouais. Non, mais après, je me dirais. Ça va. Après, Skywalker. Ouais. Enfin, non, mais j'ai compris en fait. Ce qu'ils ont voulu faire, c'est de dire que. Ouais, j'ai compris ce qu'elle voulait faire, c'est qu'en gros, c'est qu'elle accepte l'héritage du Jedi qui. Enfin, elle se sent spirituellement
la descendante de Skywalker et non de Palpatine. Elle accepte, voilà, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Et l'impression, c'est que les fans ont tellement brisé sa rebrousse-poil, c'est comment elle ose reprendre le truc. Oui, mais c'est que, vu les légendes dans lesquelles elle a baigné, vu l'histoire dans laquelle elle a baigné, elle a rencontré en fait son idole, c'est qu'elle a eu le même truc avec Skywalker que nous on peut avoir sur un grand réal, quoi, que l'on idolâtre dans toute vie et qu'on rencontre en vrai. Et elle a vécu avec le mec, donc elle connaît maintenant la douleur du mec, elle connaît le poids que le gars a dû endurer toute sa vie, a dû porter toute sa vie. C'est que le poids, c'est le poids de lancer une école de Jedi. Donc elle connaît ça, donc elle connaît le type, donc elle accepte volontiers cet héritage et de devenir en fait l'héritière de cette lignée de Jedi. Et elle refuse l'héritage de son père biologique. Oui. Elle est dans le même délire que Clark Kent. Hein. Clark Kent, il porte l'héritage de Jonathan Kent, ouais. Et il se sent orphelin de Krypton. Quoi. Il a aucun, il accepte l'héritage biologique de Krypton, mais il connaît rien. Alors que par contre l'héritage, la ferme et tout, là par contre il revient chez sa mère avec les mêmes forces que le Clark Kent ado. Oui, elle est dans le même cas en fait. Elle refuse l'héritage biologique et elle assume l'héritage spirituel. C'est dans ce sens-là que j'ai pris. Dans ce sens-là, mais j'accepte volontiers que tu n'acceptes pas qu'elle se nomme Skywalker. Donc pour en revenir à mon analyse, c'est que j'imagine très bien que ça va être porté sur le lancement d'un nouvel ordre Jedi, comme par le titre, et que pour faire le lien avec le 9, Daisy Ridley va venir en tant que mentor, quoi. En tant que comment ça s'appelle c'est Google dans Harry Potter, comme Maggie Smith, comment ça s'appelle McGonagall. McGonagall, ouais, elle peut très bien devenir la McGonagall du nouvel ordre, si tu veux. Genre la mentor qui a 30-40 ans et qui va venir juste pour guider les nouveaux. Et ce sera donc les nouveaux Jedi qui devraient être les héros de ce film. Ouais. Et ma théorie, c'est que quand ils ont annoncé les 3 films, c'est que le deuxième, ça devrait être sur comment ça s'appelle ça c'est la résistance, non, dans la post-logie. C'est pas la rébellion, c'est la résistance. Il y a plus de rébellion, oui, c'est la résistance, oui. Voilà. Et donc le deuxième film, ça devrait être sur le futur de la résistance. Et donc là, on devrait avoir Westar pour. Alors attention, là on parle que d'un film. On parle pas d'une trilogie. Ah oui, c'est vrai que c'était annoncé longtemps, ça. Oui. Non, c'est que il y a 2 ans, il était annoncé 3 films et on disait pas nouvelle trilogie encore dans l'optique de 10, 11, 12. On disait 3 films. C'est ça. Sans préciser qu'il y aura un fil rouge. On parle même plus d'une trilogie, on parle que du film avec Rey. Et après, on parle effectivement de trilogie Star Wars, mais d'autres qui n'ont rien à voir avec justement Rey et compagnie, mais qui se dérouleraient soit avant ou pendant. Ou... Ouais, c'est que moi, ma petite analyse, c'est qu'en fait, la post-logie a mis fin à la guerre Résistance Empire. On a vu la fin de l'Empire en fait, vraiment pour de bon dans le 9e, on l'a vu, mais sinon les personnages sont partis sur autre chose. Donc c'est bon, la post-logie a rempli sa fonction. Dans les nœuds dramatiques sur le cercle vicieux de ce combat Empire, Rébellion, Résistance a été dénoué dans le 8e. Mais vraiment, c'est que c'était. Pour moi, il y a une scène qui est emblématique de ça, c'est quand t'as Kylo Ren qui combat les soldats du bras droit de l'empereur de la post-logie. Ça s'appelle pas l'empereur, hein, mais Snoke, je crois. Snoke, oui. Voilà, en binôme avec Rey, tu te souviens de cette scène-là, et que les deux, en fait, ils sont en mode, bon, allez, on combat on va combattre tout ça, parce que il faut sortir de ce cercle vicieux, point barre. Et du coup, ça fait que, c'est bon, l'Empire n'a plus de grands chefs, la résistance, en fait, maintenant, elle a posé ses graines. C'est pour moi, c'est ça la symbolique de la dernière scène dans l'épisode 8. Ça veut dire que, de toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour prendre la relève. On a tellement fait, en fait, que on peut pas perdre, en fait.
il y aura toujours quelqu'un pour prendre la relève du combat. C'est l'Empire qui est foutu, c'est pas nous. Même le fait que, en apparence, quand ils se font massacrer, mais c'est Leia qui dit ça à quelqu'un, je crois que c'était un film à Pau, qui dit il y aura toujours quelqu'un pour prendre la relève. C'est ça le truc, c'est que c'est l'Empire qui est foutu, c'est l'Empire qui est sans espoir, c'est l'Empire qui n'a plus de but, parce que l'Empire qui est, il n'y a plus que des jeunes têtards en fait, parce que quand je dis 18-20 ans, tout le monde se foutait la gueule de la, non mais tout le monde se foutait la gueule de l'épisode 7 parce que putain ils sont tous jeunes ou quoi? Bah oui en fait, la rébellion a foutu en l'air tous les cadors de l'Empire dans l'épisode 6. Donc tout ce qu'il y a, ce sont les jeunes, ce sont les apprentis, ce sont les, ils sont vraiment le petit dur. L'Empire a du mal, galère pour trouver de jeunes recrues. C'est pour ça qu'ils sont si jeunes. Et dans l'huitième, en fait, c'est tout simplement le côté, ils arrivent pas. C'est les derniers, quoi. Les jeunes, c'est les derniers. Alors que la résistance a montré l'exemple. Il y aura toujours quelqu'un pour prendre la relève. Donc bon, c'est dans ce contexte-là que j'ai pris le fait que les nœuds dramatiques de la guerre, l'Empire est fini. Dans le 9e, c'est bon, c'est capoute. Alors que la rébellion, la résistance, oui, ils peuvent toujours trouver des personnes avec qui répondront à la rescousse, même si c'est pas des armées. Même si c'est pas des armées, il y aura toujours des gens pour venir à la rescousse des gens qui se rebellent. Donc pour moi, c'est pour ça que les épisodes suivants de Madrone Jedi, oui, ça ne parlera plus de la guerre Empire, Résistance, Rébellion. C'est fini, c'est bon, c'est le chapitre est clos. Ça va partir sur autre chose. La Céleste Révocation aussi est terminée. Ça va partir sur autre chose. C'est ça l'enjeu des films. C'est déjà un petit peu ça l'enjeu des séries, genre le Mandalorian par exemple, genre Andor par exemple, c'est de montrer que la galaxie, que la guerre, c'est juste un épisode parmi tant d'autres. Il y a d'autres choses qui se déroulent à la périphérique de la saga qu'on a vue en film. C'est juste ça en fait. Il faut après que les fans acceptent ça, que Star Wars, ça peut raconter autre chose que la saga Skywalker, que la saga du combat entre Empire et Résistance Rébellion. C'est juste ça. Il faut qu'on accepte l'évolution de ce statu quo. Très bien, merci à toi mon cher Mulder pour tes mots. Et c'est bien que tu le dises, oui, il y a d'autres formats aussi de Star Wars, etc. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'il y a ceci. Alors, si Star Wars s'étend largement au-delà des films et séries, notamment à travers des romans et des comics, les adaptations au manga restent bien plus rares. Pour rééquilibrer un peu la balance, Lucasfilm Publishing a annoncé la sortie prochaine d'un manga intitulé Path of the Lightsaber. L'histoire se déroule entre les derniers Jedi et l'ascension de Skywalker et suit les aventures de Nyoka, une jeune bricoleuse rêvant de devenir un Jedi à l'image de Luke Skywalker. Lorsqu'elle met la main sur un ancien sabre laser caché dans un vaisseau datant de la Haute République, elle se retrouve confrontée à un défi de taille, apprendre à manier cette arme précieuse convoitée par des individus aux intentions bien moins honorables. Nous en saurons davantage lors de la célébration au Japon en avril. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez de cela? Est-ce que, justement, le fait que ça va venir en manga, est-ce déjà, 1, ça vous intéresse? 2, est-ce un nouveau personnage manga qui risque bien de devenir réel pour un film live action? Qu'est-ce que vous en pensez de cela? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou même ici sur le chat. Mais tout de suite, je vais laisser la parole à mon cher Mulder de savoir ce qu'il en pense de ceci. Si c'est par exemple aussi justement un peut-être futur personnage tiré d'un manga qui tout d'un coup deviendra réel et mis à l'écran live action dans un peut-être film Star Wars. Tout est possible, en fait. Tout est possible. Parce que moi, à première vue, je dirais que c'est un personnage créé pour satisfaire, pour contenter les attentes en fait d'un marché asiatique qui est très réfractaire à Star Wars. C'est important de le souligner. Je crois que Star Wars ça fonctionne pas sur ce marché-là. Donc j'ai l'impression que
Là, peut-être que je ferai, c'est nouveau personnage pour être le relais du public asiatique en fait, pour être le point d'entrée. Ensuite, est-ce que ça peut devenir un personnage en live action? Ben, on a fait plusieurs fois dans Star Wars. Donc oui, globalement, dans l'idée globale, ouais, enfin, c'est possible quoi. Enfin, je dis ça parce que il y a plusieurs personnages euh, que les fans ont connus animés. Je pense à Star Wars, et que l'on a vu en live action dans les séries. Là, je pense à Ahsoka Tano, par exemple. Ben, Ahsoka, on l'a vu dans Mandalorian, et elle a sa propre aussi, Ahsoka. Et Ahsoka, d'ailleurs, a précisé que ça vient même pas de Clone Wars, ça vient d'un jeu vidéo à la base. En plus, d'accord. Voilà. Elle a été créée dans un jeu vidéo. Star Wars. D'accord. Je sais que dans les romans, il y a Mara Jade. Alors, Mara Jade, je sais pas si je te l'ai raconté, c'est un personnage issu des romans de Timothy Zahn, dans lequel, alors, tu as alors, dans les romans, on t'explique que Palpatine avait un main droite. En grosso modo, avait une sorte de garde du corps perso, privé, et que aucune personne dans l'Empire ne connaissait l'existence. C'est un petit peu ça le délire du personnage, de Mara Jade. Ah, le problème, c'est qu'à la mort de l'Empire, de l'Empereur dans Jedi, elle a perdu tous ses atouts. Dans la logique l'Empereur étant la seule personne qui connaît son existence, sans lui, du coup, je peux pas revenir à l'Empire. Vu que tu comprends la logique. Et Mara Jade, dans les 7, 8, 9, il y avait, elle est dans un truc de dire, je vais buter Skywalker, je vais m'embrouiller parce que Mara Jade, c'est un personnage que l'on découvre avec les romans. Timothy Zahn, les simili 7, 8, 9. Épisode 7, 8, 9. Ce personnage-là est devenu tellement populaire, tellement charismatique, qu'il a fini par être inclus dans les jeux vidéo. Et depuis, en fait, les fans le considèrent comme faisant partie du lore de Star Wars. Même s'il n'apparaît pas dans le film, même si je crois que George Lucas était très mécontent en fait du personnage, alors que de base en fait c'est une idée de lui, hein, le perso. Donc même si avec tout ça, les fans l'ont tellement, le personnage était charismatique et son évolution intéressante, on a accepté le fait que ce personnage-là existe dans le lore de Star Wars. Est tellement bien trouvé. En grosso modo, c'est une Jedi du côté obscur, mais qui se lie d'amitié. Enfin, en gros, c'est pas vraiment une Jedi, quoi. C'est un tueur à gages mercenaire qui a les pouvoirs, qui sait manipuler la force. Mais c'est pas un Jedi. D'où le fait qu'elle arrive à contrecarrer les attaques de Luke, mais en même temps, imagine Yan Solo Femina qui a les pouvoirs, qui sait manipuler la force. Mara Jade, c'est un petit peu ça. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vois un petit peu? Ouais. Voilà. Et ce personnage-là, tellement été charismatique, très vite, en fait, les fans l'ont accepté. Il n'est pas encore en live action, mais ça ne saurait tarder. Et dernière question concernant ceci, pour le manga. Est-ce que, parce que moi j'ai pensé à toi quand j'ai vu cette news, parce que je sais que tu es un fan absolu et peut-être même vous aussi, fan absolu de la première trilogie. Et ma dernière question sur ce sujet est ma suivante, mon cher Mulder. Et vous pouvez aussi répondre dans les commentaires ou même ici, sur le chat. Concernant justement le fait que cette jeune Nyoka, donc qui est bricoleuse à la base, mais qui n'a pas de midi-chlorien, etc. et compagnie, personnage totalement inventé, bien évidemment, quand elle va justement avoir le sabre laser, et quand on voit d'ailleurs même l'image ici, où on voit qu'elle tient un sabre laser, donc ça veut dire... donc voilà, elle va l'utiliser, elle va l'apprendre à manier, etc. Est-ce que justement, quel serait ton ressenti de savoir ceci, sachant même que pour la première trilogie, en fait, et même le 1, 2, 3, hein, on va compter ça aussi, et je vais compter la saga, ouais, bien évidemment. Bref, le fait que sa personne, que ça peut être toi, moi, on se dit tiens, on n'a aucun pouvoir, mais on va pouvoir manier un sabre laser, tranquille. Certes, on l'a vu dans le film, mais c'est ça qui posait aussi pas mal de problèmes aux personnes. Est-ce que
on perdrait pas justement cet aspect que un être qui est capable de maîtriser la force, mais qui a déjà la force en lui, etc., qui a déjà ce pouvoir depuis tout petit, etc., puis qui apprend à contrôler ce pouvoir pour ensuite justement devenir un Jedi ou un Sith, etc. Est-ce que justement c'est pas en train de se perdre aujourd'hui parce que là, le fait, comme je te dis, une jeune bricoleuse qui peut être comme toi ou moi, hein, une personne normale qui tout d'un coup se dit ah tiens, je vais un sable laser, je vais allumer machin, je vais battre des méchants. Est-ce que justement euh, si tu te mets justement, ben, c'est pour ça que je te pose la question. Toi ainsi que d'autres personnes qui seraient fidèles à cette première trilogie, quelle est ta réaction? Est-ce que tu te dis, mais finalement, on perd tous les sens qui étaient Star Wars dès le départ, par exemple? Dis-moi tout. Par rapport à un kidam qui se sert d'un sabre laser, parce que Exactement. c'est. Qui est une personne Excuse-moi, normale, en fait, qui n'a aucun pouvoir en lui, etc. ouais, excuse-moi, mais dans les films, la trilogie originale, c'est déjà acté le fait que tout le monde peut se servir d'un sabre laser. Tout le monde. Dans les 7, 8, 9, tout le monde peut se servir d'un sabre laser. Épisode 5, Dans Yann Solo la pour sauver trilogie Luke. originale, je te parle. Ouais, c'est déjà acté que. C'est déjà acté. C'est déjà acté 4, qu'un 5, sabre 6. laser. Oui. Non, 4, 5, 6, ouais, c'est déjà acté que tout le monde peut se servir d'un sabre laser. Il faut. C'est pas peut-être un Jedi. Hmm. Luke se sert d'un sabre laser, il n'est pas encore Jedi chez Obi-Wan. C'est avant sa formation. Il est largement bien avant. Dans le 5, Yann Solo se sert d'un sabre laser pour découper un animal pour tenir chaud. Luke et lui pendant les recherches, en fait, parce qu'ils sont. C'est un planète haute au début. Donc, c'est acté dans les films que tout le monde peut se servir d'un sabre laser. Tu te souviens de l'épisode 4, le début, quand il est chez Obi-Wan et qu'il regarde un petit peu, et qu'il farfouille un petit peu Luke, et qu'Obi-Wan lui dit oui, c'est un sabre laser, c'est l'arbre des Jedi, élégant, machin, bah, il se sert un sabre laser devant lui, il n'a aucune formation. C'est plus tard, une demi-heure plus tard, qu'il va avoir sa formation avec les Après, boules. en même temps, il était réceptif à la force sans le savoir. Oui, t'as noté ce fait-là aussi. Parce que ça, c'est Non, qu'on apprend justement, plus c'est pour ça tard. que je te pose cette question. C'est que le problème en fait, c'est que la façon dont Lucas la dépeint, c'est là, là il y a un conflit entre de scénaristes. Ça renvoie au fait, comme je t'expliquais tout à l'heure, au fait que Lucas n'était pas tout seul quand il a écrit Star Wars. Et là, la notion de force dans Star Wars est tributaire de ça. C'est qu'il y a eu une lutte de pouvoir, une influence en fait au sein même de la trilogie originale, parce que j'étais 5-6 à écrire le film pour savoir la force c'est quoi. Et je crois que ça s'est dégonflé après le 5 où t'as Lucas qui a viré la moitié de ses scénaristes. Parce que au moment de faire le quatrième, il y avait déjà cette notion qui était un petit peu perdue. Mais c'est acté avec la trilogie originale, le fait que Yann Solo se sert un sabre laser en cinquième, le mec, il est tout le contraire de Luke. Il est réfractaire au Jedi. Et même dans sixième, hein, quand on lui raconte les Jedi, machin chose, maître Jedi bidule, il ne veut pas le croire. Il faut vraiment qu'il attende la fin du truc pour que oui visiblement visiblement il a un rapport avec Darth Vader, visiblement il y a tout ça. Il réussit à manipuler le C3PO et les Ewoks par exemple. Il faut vraiment qu'il soit confronté à ça pour que Yann commence à cogiter sur oui bon d'accord il sait maîtriser les trucs que moi je sais pas. Alors qu'au début du film de l'épisode 6, je sais pas, tu te rappelles de ça quand il sort de cryogénisation, enfin je sais plus comment ça s'appelle exactement, et t'as Chewie qui est dans sa cage, en fait on va et lui comprend évidemment quoi ça maître Jedi, c'est quoi cette merde, enfin lui alors que donc alors qu'il s'est servi d'un sabre laser. Donc le mec ne croit absolument pas à tous ces trucs, et se sert un sabre laser dans le cinquième. Donc pour moi, là je me base uniquement donc sur la trilogie originale, ce que fait l'héroïne de ce manga-là, pourquoi pas. Mais après, je veux bien comprendre que bon, j'ai vu ça après dans la post-logique, et c'est pour ça que je suis pas étonné que tu fasses mention. Évidemment, en 7, 8, 9, quand t'as un Rey qui utilise son sabre laser alors qu'elle a même pas, elle a même pas un semblant de formation, et que je crois que ce qui a choqué le plus, c'est Shin.
film qui Oui. se sert de sabre laser pour parer les coups. Là, ça avait choqué tout le monde. Or, si t'es attentif à la trilogie originale, c'est acté depuis ce moment-là qu'un sabre laser, tout le monde peut s'en servir. Il n'y a absolument aucune perte. Finn dans le 7ème, je crois qu'il se fait même engueuler par Yann parce que il comprend pas comment fonctionne la force. Je crois qu'il y a un truc dans ce genre-là, c'est que servez-vous de la force pour faire ceci, cela, et puis t'as Yann Solo, mais c'est pas comme ça que ça marche. Du coup, tu te souviens. Donc, pour moi, ça me dérange pas. Mais la façon de concevoir la force, c'est pour moi, Lucas l'a bousillé avec la prélogie dans laquelle il y a Anakin Skywalker qui est décrit comme Judas, comme Jésus dans l'espace. Et je vais pas spoiler, mais effectivement, il y a une série Star Wars qui avait réussi à recoller les morceaux. Je parle de Clip, qui avait réussi à recoller les morceaux. Je me suis dit, en plus, avec des éléments qui viennent de Lucas lui-même. C'était ça un petit peu comble. C'est que disons que les slices avaient réussi à retourner les trucs dans pas mal de sens, de façon à expliquer pourquoi Anakin puisse avoir la force. Alors que normalement, dans la prélogie, il est décrit comme Jésus. Hein. C'est quand même le mec, il n'a pas de père et il a les pouvoirs magiques à 8 ans. C'est comme ça que je reste sur ce point-là. Anakin, à 8 ans, il a déjà la force. Il s'en sert, sans le savoir. La preuve, la course au pod. Ouais. Il n'a pas de père, c'est décrit comme ça. C'est Jésus dans l'espace, le mec. Et ça me dérange encore maintenant. Désolé, mais j'arrive toujours pas à le digérer. Hein. Mais ça, ce point, j'arrive toujours pas à le digérer. Donc, Lucas a déjà mis ça, et déjà c'est dur à avaler. Donc, une random qui se sert d'un sabre laser, alors que c'est déjà fait dans la trilogie originale. Ouais, pourquoi pas. Enfin, on est plus à ça près, quoi. D'accord. Très bien. En tout cas, merci de tes mots. Et puis, c'est bien aussi de clarifier ce genre de choses parce que des fois, certaines personnes, bah voilà. C'est vrai qu'on a tous des fois une vision différente de Star Wars. Et merci en tout cas de tes mots, mon cher Mulder. Et puis n'hésitez pas aussi à vous me dire ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord également avec mon invité le fait justement d'avoir ce genre d'informations qu'il a apporté. Et ensuite vous dire finalement, oui, donc ça veut dire que pourquoi pas. Est-ce qu'on va laisser sa chance peut-être au futur film qui va arriver ou même série machin. Alors voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez là-dessus. La dernière apparition de Sinestro en live action remonte à 2011 dans le film Green Lantern où il était incarné par Mark Strong. Cette fois, il fera son entrée sur le petit écran dans la série Lanterns de HBO, prévue pour l'année prochaine et sera incarné par nul autre que Ulrich Thompson, que vous connaissez certainement pour The Blacklist, Bunchy ou encore même Le Monde ne suffit pas, James Bond avec Pierce Brosnan. Selon Deadline, d'abord membre des Green Lanterns où il prend Hal Jordan sous son aile, Sinestro rejoint ensuite les Yellow Lanterns, le corps des Lanterns de la peur. À 61 ans, Thompson apparaît comme un choix judicieux, surtout dans une série où Hal Jordan sera joué par Kyle Chandler, âgé de 59 ans. Pour rappel, Lantern suivra Hal Jordan et Jon Stewart, qui sera incarné par Aaron Pierre, dans une enquête mystérieuse sur Terre, dans un style qui rappellera celui de True Detective. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette news, surtout le fait que nous avons un Sinestro, car c'est vrai qu'aux dernières informations qu'on a eues et qu'on a traitées même avec mon invité Mulder, il y avait, comme on disait, une ambiance de True Detective. Donc on s'est dit, est-ce que ça va pas se passer uniquement sur Terre, etc. Alors que c'est vrai que dès qu'on nous avait annoncé ce projet de Lanterns il y a déjà plusieurs années, et même je voyais beaucoup de fans qui disaient, ouais, on aura une série dans l'espace, ça va être trop génial, etc. Et là, pour le coup, pas du tout. Alors le fait d'intégrer Sinestro, est-ce que ça peut changer la donne Est-ce qu'on aura une partie sur Terre et puis après, ce sera dans l'espace? À toi de me dire ce que t'en penses, mon cher Mulder. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ici maintenant
sur le chat de Twitch ou alors dans les commentaires quand vous verrez cette rediffusion. Moi, je pense, quand il parle de True Detective, je me demande si c'est pas une astuce en fait pour. Enfin, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir toute la série qui va se passer sur Terre. Voilà, on va avoir les Green Lantern qui vont débarquer sur Terre, qui vont mener des enquêtes sur Terre, dans l'esprit d'un True Detective. Vraiment. Et je pense qu'en fait, ce qu'on va voir, c'est que va avoir des personnages issus du Green Lantern Corps venir sur Terre et mener leurs enquêtes. Je pense que ça va être assez qu'on va voir. Malheureusement, je pense qu'on ne va pas beaucoup avoir la planète Oax. Je crois que ça s'appelle comme ça, Oax. Le serment de Wax, c'est ça? Oa. D'où ils tirent leur serment pour recharger leur bague. Je me prépare à ne pas beaucoup l'avoir. Je pense que ce que l'on va avoir, c'est que beaucoup de Green Lantern sur Terre. Et alors, moi, ce qu'on voit déjà dans Superman, on voit que Guy Gardner, joué par. Oh zut, le nom. Nathan Fillion. Voilà. Je passe un instant, je le trouve. Il est déjà sur Terre. Donc je pense qu'on va voir je vois très bien ce qu'ils veulent faire du coup, histoire, parce que il y a un truc tout con. Parce que sur Disney, il y a une nouvelle qui. Enfin, ce qu'on va voir, je pense, c'est que ça va être des enquêtes de la Green Lantern sur Terre. Et je pense que ce qu'ils veulent faire, c'est l'impact des affaires d'extraterrestres, enfin des affaires galactiques, l'impact que ça a sur Terre. Et je pense que c'est ça qui va être étudié. Comment vous verrez-tu Sinestro? Est-ce qu'il sera avec un chapeau qu'il essaiera de simuler, ou alors est-ce qu'il sera comme on voit sur l'image, c'est-à-dire, ou même quand on l'avait vu dans le film avec Ryan Reynolds, ou alors peut-être en flashback? Comment vois-tu? J'imagine bien Sinestro, si c'est les premiers pas de Sinestro, qu'on le verra en avatar humain. Et que le film devrait nous montrer que plus tard en fait, on devrait nous montrer son évolution, enfin comme un petit peu comme ça s'est fait avec Luthor dans Smallville, où Luthor on le voit des bords potes avec Clark Kent, et il faut attendre je crois la saison 5 ou 6 avant qu'il montre son vrai visage, avant qu'il devienne vraiment un des méchants emblématiques de la série. Je pense que ça va être ça avec Sinestro, c'est qu'on va le voir normalement. Sinestro c'est un des mentors de Hal Jordan. C'est qu'après Ivry, psychopathe, il commence à devenir le bad guy de tout le monde, mais on devrait le voir à un moment donné où c'est encore un possible mentor, un allié en tout cas du Green Lantern. Je pense que la série devrait se concentrer sur ça. Donc évidemment, nous fans du comics, on va voir à plusieurs reprises des indices qui va nous montrer la future évolution en bad guy, genre comme un petit peu Anakin Skywalker dans la prélogie, où il faut attendre le 2 pour qu'on ait des indices sur comment fonctionne le type. Quand je pense faire référence à une discussion entre lui et Padmé, où on commence à comprendre les idées politiques du mec, et du coup on commence à comprendre pourquoi lui il a rejoint Palpatine. Je pense qu'on devrait avoir des séquences comme ça où, à force de discuter avec Hal Jordan, le mec explique les difficultés du Green Lantern Corps à bien se faire respecter, et donc on va deviner tout de suite. Ok, d'accord. Donc on voit à quel moment, on voit comment il va vriller Bad Guy, et pas avant peut-être saison 4-5 ou peut-être Green Lantern 2-3 quoi, si ça continue en film. Je pense que ça va être comme ça. Justement, parce que là, pour le moment, Green Lantern, c'est annoncé même comme une mini-série et même pas comme série, tu vois. Bah oui, mais ils annoncent ça en mini-série, je pense, simplement, ils savent pas comment ça va être, ils ne savent pas comment ça va être reçu. Si je vois bien la logique ça sert à rien de leur annoncer une série qui pourrait durer X temps, si de base ça ne fonctionne pas. Donc, autant annoncer ça en mini-série pour dire, on a une histoire complète en 8 à 10 épisodes, et après on verra si jamais, il y a une bonne réception, on va produire une saison 2, une saison 3 et compagnie. Oui. Parce que l'évolution de Sinestro, ça peut très bien se faire sur d'autres supports. Si on a un fil rouge à raconter, et donc, dans la mini-série là, on le voit comme ça, mais il y a une histoire et une évolution à raconter. Donc c'est peut-être pas son évolution qui sera, c'est peut-être pas dans la mini-série où on va le voir vriller Bad Guy,
ce sera peut-être dans d'autres supports, parce que si c'est pas dans la mini-série et que ça, parce que la mini-série peut foirer dans la réception, en grosso modo faire un flop, bah ce sera peut-être plus tard dans d'autres films ou dans d'autres séries. Ce sera, parce qu'il y a possiblement il y a sur le Green Lantern Cup, en fait, il n'y a pas que une Green Lantern, Al Jordan et puis John Stewart. Hein. Il y a Star Sapphire, par exemple. Star Sapphire, je crois que c'est une copine de Green Lantern. Ils peuvent très bien faire une série dessus. Par exemple, Oui, c'est... en fait, C'est l'instant. dès qu'on nous annonçait justement cette série Green Lantern Corps, en fait, tout le monde s'excitait. Bon, moi y compris, bien évidemment, peut-être que vous aussi, vous qui nous regardez, on s'excitait là-dessus parce que dès qu'on nous annonçait déjà avant, même que ça s'appelle Lantern, c'était Green Lantern Corp. Souvenez-vous. Et donc, c'est vrai qu'on se disait, ouais, il y aura une série dans l'espace géniale, et surtout qu'on va pas explorer que les Green Lanterns. On va pouvoir explorer les Yellow Lanterns, les Red Lanterns aussi. Il me semble qu'il y a même des Purple Lanterns, je crois, quelque chose comme ça, parce qu'il me semble que ça existe. Et c'est vrai que là, on se disait, bah pourquoi pas. Ensuite, il y aurait. Comment elle s'appelle? J'ai perdu son nom. Ben, la copine de Al Jordan qui devient une méchante, etc. Enfin, plus tard, puisqu'après, elle a un nom, je ne sais plus, mais n'hésitez pas vous aussi à me dire quel est le nom que j'ai zappé. Voilà. Mais c'est pour ça que je me dis, là, en même temps, et toi tu vas me répondre aussi, Mulder, euh, est-ce que par exemple on verrait bien une introduction, même de, comment dire, Sinestro, ici justement dans cette mini-série, et je précise bien mini-série, et qu'après, comme tu as dit, dans d'autres sorts support, par exemple, est-ce qu'il pourrait pas devenir, et ça serait quelque chose de super à voir, enfin, puisque nous avions aussi vu dans quelques projets d'animation DC Comics, comme ennemi de la Justice League. Car oui, ça existe. Comme ennemi de la Justice League. Ah, j'ai perdu mon invité. Es-tu là? N'es-tu plus là? Ah, Ah, te voilà. là, j'ai eu peur. Ouais, tu me disais sur le. Alors, ça a coupé au moment où tu parlais des autres séries, en fait. Enfin, des autres. Genre les Red Lantern, il y a eu les rôles. Alors, oui, je vais continuer. Alors, ne vous en faites pas. Hein. Je vais lui redire. Donc, en fait, comme je t'ai dit, au départ, on parlait de Green Lantern Corps. Que, avec ça, on dirait, bah tiens, ça sera dans l'espace. Donc, il n'y aura pas que les Green Lanterns. Il y a les Yellow Lanterns, les Red Lanterns, les Purple Lanterns. Et oui, ça existe. Et donc, ça aurait été kiffant, ça c'est clair et net. Là maintenant qu'on sait que c'est un peu True Detective, bon ça a refroidi pas mal de personnes, mais le truc c'est que je me dis, si ça peut fonctionner, admettons, si ça peut fonctionner, est-ce que par exemple, euh, Sinestro sera introduit dans cette mini-série, je précise bien mini-série puisque c'est confirmé, et ensuite, je sais pas, développer, pas forcément plus développer, mais comme futur ennemi de la Justice League, car oui, ça existe, justement, il n'y a pas que l'Injustice ou Lex Luthor ou d'autres qui sont vraiment grands ennemis de la Justice League, mais lui, il en fait partie de ces grands ennemis de cette équipe de super-héros. Est-ce que tu verrais quelque chose dans ce sens-là? Qu'est-ce que tu en penses là, si par exemple on le verrait dans un potentiel film Justice League comme premier bad guy, mais pas le grand bad guy, hein, tu sais comment on voyait aussi comme un méchant quoi, tout simplement, mais pas le grand méchant, mais un méchant. Qu'est-ce que tu en penses? Je vois bien. Alors, moi, c'est comme ça que je ferais les choses histoire de monter la sauce. C'est que grosso modo, on voit les débuts, l'introduction de Sinistro dans les Lanternes, et puis qu'après, on ferait d'autres séries en mode mini-série sur les Red Lanterns, sur les Yellow Lanterns, sur les Purple Lanterns, histoire de bien introduire le fait qu'il y a une police intergalactique, histoire de montrer plusieurs factions, histoire de ne pas être répétitif justement. Genre chacun des lanternes aurait son heure de gloire en présentant les potentiels personnages
principaux dans une série devenir secondaires. Donc du coup, tu ferais du lien avec toutes ces séries-là. Et Sinistro, je le vois bien évoluer au fil de cette série pour devenir, comme tu dis, un potentiel bad guy de la Justice League qui pourrait intervenir comme un bad guy allié du grand bad guy. Un petit peu comme Loki dans les Avengers qui apparaît dans Thor, je crois qu'après dans Captain America on le voit un petit peu. Non, même pas. Non, mais enfin, grosso modo, tu vois un petit peu le truc, c'est que un bad guy ne peut pas être forcément le grand bad guy. Voilà, il faut faire la différence. Parce que je vois bien ce qui se trouve être développé comme ça en fait. Parce c'est une menace, enfin c'est un petit peu Lex Luthor de Green Lantern, mais à un niveau genre c'est un petit peu le mastermind, enfin l'alter ego maléfique de Jordan. Et donc faut bien se rendre compte que c'est un petit peu c'est le mentor de Jordan qui a pété les plombs. Et le Hal Jordan, enfin tel que moi je le conçois, c'est le Hal Jordan, c'est un petit peu le mec, enfin c'est un gars qui a tout le temps été guidé par un mentor, et le mec va son mentor, toutes les leçons qu'il a apprises sur comment être un bon lanterne, il les a lui, le côté humain j'entends. C'est qu'il a été formé par une multitude de lanternes, mais lui le Sinistro, c'est le mec qui lui a appris le plus le côté humain, le côté comment ça il était son confinement pendant son apprentissage. C'est là où ça lui fait mal à Jordan. C'est là où l'aspect humain de comment tourne Sinistro le marque. Parce que le mec, il a suivi tous ses conseils, ses leçons de vie du Sinistro, il les a de lui. Hein. C'est comme si Xavier dans X-Men tournait Bad Guy, rejoignait Magneto. C'était fait, hein. En comics, c'était fait. Il y a eu un moment donné où Xavier commençait à... le fait que Xavier et Eric Mancher soient potes avant, ça a joué sur le fait que pendant les X-Men, bah oui, potentiellement Xavier a rejoint la lutte de Magneto. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre dans Green Lantern, dans le sens où Hal Jordan voit Sinestro partir du set, devenir un bad guy. Et donc lui, ça le marque. C'est comme ça que Sinestro a eu un charisme et une aura. C'est pour ça que c'est si important qu'il soit dedans. Parce que c'est une figure. On ne peut pas faire de Green Lantern sans qu'il y ait Sinestro qui soit absent. C'est pour ça qu'ils étaient obligés de le mettre dans le premier film avec Ryan Reynolds. C'est pour ça que c'est important de le mettre. Parce que c'est une composante importante de la mythologie Green Lantern. Il n'y a de rien. Parce que je sais que j'ai découvert Green Lantern avec le film Ryan Reynolds. Donc du coup, j'ai pas de bonne, j'ai pas de bonne référence parce que j'ai regardé après le dessin animé de Justice League où j'ai vu les Green Lantern, tout ça. Mais voilà, c'est pas de bonne référence. Après, j'ai eu quelques Urban Comics qui parlaient de ça. Mais le Sinistro, c'est important de le mettre. Donc c'est un personnage qui est promis à évoluer. De toute façon, il faut bien se rendre compte de ça. C'est un personnage. Je suppose qu'ils vont pas mettre son évolution en entier. Ce serait vraiment griller une cartouche pour rien dans la mini-série. Je pense qu'on va le voir juste en humain, tout simplement, et que après, il va évoluer au bout de 5-6 ans, quoi. Nous, évidemment, on aura hâte de le voir en grand bad guy qui est une menace pour la galaxie entière parce que voilà, c'est un Green Lantern qui vit à côté obscur. Donc ça, oui, c'est ça. Ça rend appétissant quoi le truc. Ça rend l'attente insoutenable. C'est un petit peu comme dans Smallville, je répète, avec Lex Luthor, t'attends le moment où il va partir en vrille, où il va devenir le grand bad guy, le mec qui dirige la Luthor Corp, qui va devenir la menace pour Clark Kent, quoi. C'est un peu ça, Sinistro. D'où le potentiel du truc. Ouais. Ok, merci à toi pour ces mots-là. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à Sinestro, mes chers amis. La plateforme de streaming a annoncé que la deuxième saison attendue cette année serait la dernière. Dans un communiqué du showrunner Alan Heinberg, il explique que l'œuvre manque de contenu pour aller au-delà. Je cite la déclaration. La série Sandman s'est toujours focalisée sur l'histoire de Dream. En 2022, après avoir examiné le contenu restant dans les comics, nous avons réalisé qu'il n'y avait suffisamment de matière que pour une deuxième saison.
Il faut savoir que The Sandman correspond à 7 gros tomes en version française, soit 75 numéros, sans compter les nombreuses suites et spin-offs. Autant dire qu'il y a largement de quoi faire. La justification d'Alan Heinberg semble donc difficile à défendre. On peut alors supposer que malgré le succès de la saison 1, le budget d'une telle série est jugé trop élevé par Netflix. Mais étant réaliste, une autre explication s'impose, bien qu'elle semble bien trop délicate à avouer. Cette décision, pour le moment, nous ne le savons pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez aussi des infos. De toute manière, ça a été dit il y a quelques jours. Et peut-être que vous vous en saurez un peu plus la semaine prochaine. Je l'espère aussi, bien évidemment. Mais dites-moi, dans l'instant T, ce que vous pensez de ceci, du fait que Sandman soit annulé. Alors, attention, no spoiler, puisque je ne l'ai pas vu, bien évidemment, et pour aussi respecter les gens qui n'ont pas forcément vu la série. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous pensez de cette annulation ? Et je vais passer la parole à mon invité, Mulder, à toi. Je la comprends parfaitement en fait. Alors, faut savoir que Neil Gaiman en ce moment, il est, il a plusieurs affaires au cul. Enfin voilà, c'est pour dire simplement. Il y a eu des plaintes de relations toxiques, harcèlement sexuel en juillet, 2 personnes pour des plaintes. On est en février maintenant, on est à une vingtaine de plaintes en fait. Donc il y a eu plusieurs entreprises avec lesquelles Neil Gaiman Neil Gaiman bossait. Et Neil Gaiman a perdu plusieurs contrats. On est dans le même cas que Jonathan Major au moment de son procès était en cours. Et puis voilà, on est dans le même cas. Et du coup, je comprends parfaitement parce que les témoignages corroborent en fait ce qui se passe avec la personnalité de l'auteur. Et le problème, c'est que ça corrobore le fait que les valeurs en fait de l'œuvre de Neil Gaiman sont contredites. Enfin, dans le sens où la personnalité de l'auteur est une vraie trahison par rapport aux valeurs en fait morales qu'il diffuse dans Sandman. Si j'en crois à des copains qui connaissent le sujet mieux que moi, au niveau USA, les fans de Neil Gaiman sont en train de se désolidariser du mec. C'est dans le sens où ils vont pas brûler. Enfin, je reprends l'image que le copain avait mis sur son statut Facebook. Ils ne sont pas au point de brûler toutes les œuvres de l'auteur, non, parce que les valeurs sont bonnes, mais ils ne sont plus chauds bouillants. Il y a un côté, c'est bon, il a cassé notre délire par rapport à son rapport avec son œuvre. On ne veut plus rien acheter venant de lui. C'est fini quoi. Enfin, pour nous, Neil Gaiman, c'est RIP. Donc je comprends parfaitement parce qu'en plus avec la série Netflix là, la promo de Sandman reposait beaucoup sur la personnalité du mec, le fait que l'œuvre est l'aval de Neil Gaiman et le fait qu'on le mettait beaucoup en avant sur la promo. Bah oui, continuer l'aventure Sandman, continuer la série Sandman. Le problème que ça cause, c'est que du coup, en continuant le truc, c'est que t'as l'impression que c'est, on valide ça nous fait rien qu'il ait des affaires en cours, alors que, il y a même côté là, on couvre le mec, quoi. Ce n'est pas entendable de nos jours. Donc je comprends parfaitement qu'ils ont préféré arrêter l'aventure. Mais c'est le cas avec d'autres entreprises avec lesquelles Neil Gaiman avait des contrats. Les uns après les autres, ils ont arrêté, ils ont rompu tous les trucs. Parce que le fait d'avoir un gars qui a une vingtaine d'affaires en cours procès, parce que ça fait louche, quoi, si tu veux. C'est pas juste une ou deux personnes. Là, on aurait pu croire que, il y a une ou deux personnes, c'est cas isolé. Il y a quand même une vingtaine de personnes qui témoignent maintenant en faveur des plaignantes de juillet. Ça sent mauvais. Donc je comprends parfaitement, il n'y a pas de souci. Après, j'ai pas vu les séries proprement dites, mais pour moi, l'argument il faut séparer l'homme de l'artiste. On est en 2025, je trouve ça, c'est pas entendable pour moi. C'est pas entendable. Je vois ça avec les il y a des commissions qui passent en ce moment sur Internet par rapport. Il y a un truc qui est sur Internet. On peut avoir des vidéos sur Internet, les comptes rendus de la commission des violences dans le milieu du cinéma. On est dans la même catégorie. C'est des choses qui ne sont plus entendables maintenant, alors qu'ils étaient courantes dans les années 90.
Mais maintenant, non, désolé, il y a MeToo, il y a eu MeToo maintenant, on sait qu'il y a trop de choses qui se passent dans ces milieux artistiques qui sont pas entendables. Mais je peux. C'est la version officielle, on va dire officiellement, oui, officiellement, c'est ce que tu viens de dire sur le Snice. Le problème qu'il y a avec l'argument du producteur exécutif, le problème qu'il y a, c'est que au moment du lancement de Sandman, c'était prévu à demi-mot qu'il y ait plusieurs saisons. Donc, ce qu'ils disent maintenant, en fait, il y a plus matière à développer sur au-delà de la deuxième. Non, 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 tu disais pas la même chose au moment du lancement. Là. Tu disais pas la même chose. Donc non, 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 il y a autre chose. Et l'autre chose, c'est il faut suivre l'affaire Neil Gaiman dans autre chose que les sites de news, cinéma et streaming. Malheureusement. Très bien, merci à toi pour ces mots, mais je vais encore juste une question pour toi et même pour vous aussi, vous n'hésitez pas à répondre. Concernant justement ce Sandman, est-ce que justement après de ce que vient de dire mon cher Mulder, le fait que voilà, tout à fait, et puis donc, comme l'avait dit la news, hein, comme quoi on va arrêter cette série, est-ce que vous pensez même qu'il y a ce problème avec cette personne donc à savoir le showrunner, est-ce que justement ne vont-ils pas chercher quelqu'un d'autre pour ensuite continuer par exemple, vous vous souvenez de la série Lucifer? Alors, certes, elle n'a pas eu les mêmes choses, mais une série Lucifer qui s'était arrêtée, puis tout d'un coup, certaines comment dire plateformes de streaming a récupéré et a continué l'histoire. Donc, est-ce que vous verrez ce genre de choses? Melder, qu'est-ce que tu en penses? Bah, malheureusement non, parce que ça voudrait dire que Sandman est trop attaché à Neil Gaiman. C'est lui qui aura la royalties, malheureusement. Donc, l'aventure Sandman se termine sur Netflix. Faut accepter parce que, en parlant si tu parles avec des fans US, ils ont accepté le truc. Hein, ils ont accepté le truc. Non, non, on ne veut plus continuer parce que ça a rapport avec Neil Gaiman. Ça a rapport avec le mec qui passe son jugement là. Parce que c'est trop attaché à Neil Gaiman. Donc, en France, on est encore vachement ambigu. Hein, on est dans la même stature que. Enfin, on ignore en fait. Enfin, il y a toujours ce côté-là, séparé de l'artiste, c'est toujours difficile. J'ai l'impression qu'il y a les fans ont le cul entre deux chaises, parce que entre le fait de on apprécie l'œuvre et qu'on fait abstraction du vécu de la vie d'auteur. Dans ce cas-là, je peux comprendre, bien sûr. Mais on a du mal à assumer la trahison d'eux. Mais dans le cas de Sandman, c'est trop attaché à l'auteur. Donc, ce serait leur filer un cadeau empoisonné, quoi. Non. Globalement, l'idée générale, ouais, pourquoi pas. Mais en ce cas-là, il faudrait que le site de streaming soit suffisamment fort pour supporter le bashing qu'il y aura à ce moment-là. Parce que si Netflix a arrêté, c'est pour une raison toute simple. Hein. C'est il y a un côté, vous approuvez les actes du monsieur qui peuvent se renvoyer en pleine gueule. Donc le site de streaming, il faudrait qu'il y ait les coronesses, qu'ils aient les épaules assez solides pour supporter le bashing. Est-ce que tu connais un site de streaming qui soit suffisamment solide pour ça? J'ai des doutes. Donc, c'est à voir après avec saison 2 pour voir si effectivement l'histoire connaît une fin concurrente. Mais genre, que ça ne s'amuse, que c'est une fin fermée. Est-ce qu'il y a vraiment un dénouement à la storyline développée? C'est ça que je vois. Parce que si ça se termine en fin ouverte, qui appelle une suite, là tout de suite le mec se fera démentir quoi. Enfin, on saura d'office qu'il a raconté une connerie. Et donc oui, et donc là dans ce cas-là, oui, on saura qu'il a, ça appellera, ça incitera peut-être un site de streaming à poursuivre le truc. Mais enfin, vu l'état des choses à l'heure actuelle, je ne pense pas. Mais peut-être que la situation va évoluer l'an prochain ou dans 2 ans. Parce que la saison 2 n'est pas encore sortie. Faut quand même. Et voilà. Et donc, vous avez aussi la réponse de Mulder. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, effectivement, c'est bien pensé. Et nous verrons ce que ça va donner, comme l'a dit mon cher invité.
Il faudra suivre les actualités, bien évidemment. Hein, j'en ferai partie, vous aussi, n'hésitez pas. Donc, on va voir ce que ça va donner pour la suite concernant The Sandman. Et peut-être il y aura une bonne nouvelle, peut-être pas. Et puis peut-être que finalement, la saison 2 suffira. Nous verrons tout ça prochainement. Avant l'apparition de Superman au Purplebot, la promotion du film de James Gunn a commencé doucement à faire surface avec la diffusion d'un premier TV spot intitulé Icon, donc icône en français. Une image en particulier a fait sensation. Quelle est cette image? Je pense que vous l'avez vue même partout. Même vous, si vous l'aviez vue, vous avez peut-être débattu entre vous de ce que vous avez pensé de cette image, c'est-à-dire celle-ci. Donc, elle a fait sensation et c'est sur le visage du héros qui fait énormément parler. James Gunn a répondu à des fans qui pensent qu'il y a du montage sur cette image en voyant un défaut sur le visage, qu'il n'y a aucun montage dessus et c'est bien l'acteur filmé d'un certain angle. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cela? À première vue, si je devrais juste réagir avant mon invité, c'est vrai que on voit qu'il y a un léger souci. Si vous avez vu les versions précédentes de Superman, quand on voit les envols, etc., on voyait pas trop de trucage. Là, quand on voit cette image, ça fait quand même réfléchir, parce qu'on se dit, pas forcément que le visage, là maintenant que je vois l'image, mais c'est vrai que sur le moment, je me disais, le visage, ça tape trop, on dirait trop que c'est rajouté, un deepfake ou par IA. Mais par contre, ce que je viens de voir maintenant, c'est les bras. Vous voyez, quand il est en envol, normalement il doit y avoir quelque chose, je sais pas, voilà, vous verrez bien les bras. Là, on a l'impression que les bras sont trop petits, enfin, je sais, même moi, vous voyez, j'arrive même pas à le faire le truc. Donc, on a l'impression qu'il y a quand même du montage là-dessus. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez vraiment que James Gunn a raison? Ou bien il essaye de vraiment se défendre comme il peut puis qu'il n'arrive pas, alors qu'on voit très bien qu'il y a un petit souci sur cette image? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais surtout, j'aimerais avoir ton avis dessus, mon cher Mulder. Non, moi je pense, moi quand j'ai vu les images, je pensais juste à effet à l'ancienne, c'est-à-dire il doit être harnaché devant un écran bleu et c'est juste l'effet d'incrustation moi qui m'a choqué. Je pense pas qu'il y ait de deepfake, hein. Je pense vraiment que le problème avec les yeux, c'est qu'il a, oui, l'acteur a les strabismes, mais faut faire avec. Attends, parce que t'es gentil quand tu disais que dans les dernières adaptations, il n'y a pas de problème. Alors, dans Superman 3 et 4 de Christopher Reeves, je dirais pas ça, surtout le quatrième. Il y avait, production canon, hein. Ensuite, Superman Returns, il y avait des gros problèmes de numérique à l'époque, hein. Et on voit les doublures numériques de Brandon Ross, on les voyait. Je me souviens que c'était même très très moche, hein, le dernier, la scène finale du Superman qui s'envole et qui est enfin, c'est la scène finale typique, on l'avait dans Reeves, c'est-à-dire que qui vole au-dessus de la Terre en fait, mais à je veux dire à la surface de la couche d'ozone, c'est qu'on voyait l'espace derrière lui. Et enfin, le plan, c'est on voit donc Superman qui vole au ras de la couche d'ozone, qui tourne la tête en direction de la caméra et qui sourit en fait à la caméra. C'est le plan qui a été rendu iconique par Christopher Reeves au moment des premiers Superman. Ils l'ont repris en fait dans Superman Returns. Dans ce plan-là, le rendu numérique on voit que c'est une doublure, hein. On ne sent pas trop Brandon Ross soutenu par des câbles comme l'était Christopher Reeves. Là, pour moi, c'est un truc typiquement de s'ils ont voulu faire un plan de money shot et pour un spot télé, et c'est comme ça que je l'ai pris. C'est typiquement le genre de truc. Une fois plongé dans le film, une fois plongé dans l'histoire, tu ne feras plus gaffe aux problèmes techniques. Là, c'est juste qu'ils ont voulu prendre un money shot, mais le problème c'est que le money shot chez James Gunn, il y a un côté bricolo qui se fait ressentir. Il y a un côté, on sent que c'est factice parce que c'est le charme des films de James Gunn.
une fois une fois plongé dans l'ambiance du film, tu feras plus gaffe. Moi, je pense vraiment qu'il n'y a aucun problème. Je pense vraiment que on voit l'acteur en fait, on voit que c'est pas trafiqué. Le seul truc qui est trafiqué, c'est le décor. Et enfin, moi, tel que je le conçois, ce qu'ils ont dû faire, c'est comme dans Mission Impossible numéro 1. Mission Impossible numéro 1, ça se termine dans une scène dans un TGV. Je pense qu'ils ont dû faire ça, c'est-à-dire qu'ils ont dû mettre des gros ventilateurs dans une salle et de l'autre côté, tu as j'allais dire Henri Cavill, David Corenswet qui est suspendu sur les câbles et, qui est amené devant le ventilateur pour simuler l'effet de vol. Et je pense que c'est juste ça en fait qu'on a devant pour avoir le visage Henri Cavill et que derrière en fait il est sur écran vert et que tu as David Corenswet, tu veux dire. Pardon. L'acteur là, l'acteur là, et que derrière l'acteur il y a un écran bleu où tu vois le décor qui est projeté. C'est comme ça que je vois la chose. Et que notre œil est tellement habitué à voir des IA en tout genre qu'on s'imagine d'office que dès qu'il y a un pépin en image, on ne le veut pas. On refuse le fait que ce soit un bricolage de dernière minute. On s'imagine toujours que non, il y a un truc fait pour ordinateur. Les Photoshop, ça existait bien avant le IA. Hein. Je me fais ça existait aussi bien avant le deepfake. Hein. Moi, j'étais habitué au montage fait par Photoshop depuis 20 ou 30 ans. Photoshop, ça existe depuis 2000, je crois. Tout dans le genre. Enfin bref, je suis habitué à ces images comme ça. Donc du coup, ça me fait plus d'effet. Donc là, ouais, bon, il y a un petit bricolage qui est fait, mais comme ça l'est dans les Gardiens de la Galaxie, quoi. C'est ça c'est le mec bien à la série Z. Hein. Donc le mec, question de bricolage, pour faire un film, il s'y connaît. Donc là, c'est juste un petit bricolage. Comme je te l'ai dit, ils ont voulu faire un plan effets spéciaux pour attirer les gens, pour vraiment faire le plan. On l'a fait, il y a un plan marquant pour un spot télé. C'est un money shot, voilà. Dans le film, vient l'ambiance. Bon, on prend même pas gaffe. Ça se trouve, on dira, putain, c'est stylé en fait. Mais une fois dans l'ambiance, hein. Voilà. Ok, merci à toi concernant ceci. Concernant ceci. Oui, c'est bon, pardon. J'ai cru qu'il y avait un problème de son. Pardon. Non, c'est tout bon. Alors, merci à toi, mon cher Mulder, concernant ceci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi, parce que c'est vrai que ça a fait beaucoup parler. Effectivement, peut-être qu'on verra lors du film. Est-ce que ça va nous choquer la même chose ou pas du tout? Nous le verrons dans tous les cas. C'est vrai que à première vue, cette image choque pas mal. Je vous avoue que moi aussi, vu que moi je regarde aussi pas mal de détails, et c'est vrai que même au cinéma, même si je pose ma tête, s'il y a quelque chose qui me choque, je le vois. Donc on verra quand il sortira au cinéma. Est-ce que vous, comme moi, on va être vraiment attentif à cela ou pas? Et puis on va se dire, bah tiens, voilà, on va profiter du moment. On verra bien. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce que vous en pensez de ceci. Cette émission est maintenant terminée. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de la Rafcha Info. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et à la semaine prochaine. Bisous.